Alors, tu veux être un voyageur dans le temps? Penses-tu avoir ce qu'il faut? Tu es un passionné d'histoire aventureux. Tu as assez vu de films de science-fiction pour comprendre qu'il ne faut pas écraser un insecte au hasard ou montrer à un paysan médiéval un iPhone ou des Doritos. Mais voyager dans le temps, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, vous devez être prêt à éviter l'un des plus grands inconvénients qu'un voyageur dans le temps peut rencontrer, enfreindre accidentellement la loi. Une machine à remonter le temps est inutile si vous êtes emprisonné sans moyen d'y revenir. Selon le temps et le lieu du voyage, vous risquez même l'exécution. Bonne chance pour revenir au présent après avoir été décapité. Heureusement, vous avez trouvé cette vidéo. Que vous soyez un voyageur temporel chevronné à la recherche d'un rafraîchissement d'informations, un voyageur en herbe se préparant pour votre premier voyage, ou simplement un passionné d'histoire juridique au hasard, vous êtes au bon endroit. Ceci est votre guide des choses insensées qui, à divers moments de l'histoire, étaient illégales. Vous pensez souvent à l'Empire romain, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas le cas, vous y pensez sûrement maintenant. Peut-être voulez-vous que ce soit votre prochaine étape, enfiler une toge et voir César inventer cette célèbre salade. Quoi? Il n'a pas créé la salade? Pourquoi ce nom? Peu importe, c'est sans importance. Discutons des lois, en commençant par ce qu'il ne faut pas porter. Si vous vous dirigez vers la Rome antique, évitez les tissus violets. Êtes-vous empereur? Non? Alors c'est un crime pour vous de porter du violet dans la Rome antique. En raison du coût élevé de la teinture pourpre à l'époque de l'Empire romain, ces vêtements extravagants étaient réservés uniquement aux plus riches et aux plus puissants. Peu importe si c'est votre couleur signature ou si elle fait vraiment ressortir vos yeux. Dans l'ancienne Rome, les non-royaux devaient éviter le pourpre s'ils ne voulaient pas se retrouver du mauvais côté du système judiciaire. Mesdames les voyageuses dans le temps, prenez note. Si vous vous retrouvez à assister à des funérailles dans l'ancienne Rome, assurez-vous de ne pas pleurer. Les femmes qui pleuraient aux funérailles étaient interdites dans l'ancienne Rome. Pourquoi auraient-ils adopté une loi apparemment si cruelle? Pour contrer l'émergence de l'industrie des services funéraires, bien sûr. Les funérailles romaines anciennes commençaient par une procession de personnes en deuil qui marchèrent dans la rue en pleurant. Plus il y avait de personnes dans la procession, plus le défunt était supposé être aimé et populaire. En réponse, une nouvelle opportunité d'emploi a surgi pour les femmes entreprenantes. Des pleureuses professionnelles. Marchant dans la procession et pleurant, se déchirant les cheveux, faisant généralement une scène pour des personnes qu'elles ne connaissaient même pas. Afin de freiner ce développement, il a été légalement interdit aux femmes de pleurer aux funérailles pour décourager les gens d'embaucher des actrices. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous promenez dans les rues de l'ancienne Rome, profitant de la brise dans votre nouvelle toge, certainement pas violette, lorsque vous remarquez qu'un orage se prépare. Oh non, l'air prend une sensation électrique crépitante, et vous savez que la foudre va frapper. Comme prévu, un éclair de lumière vous aveugle pendant un instant, alors qu'un éclair frappe un homme à seulement quelques pieds de vous, le tuant instantanément. Oh non, ce pauvre gars. Il vaut mieux lui donner une sépulture convenable, c'est la moindre des choses. Faux! Selon la loi de Numa Pompilius, personne frappée par la foudre n'a légalement le droit d'être enterré. Ce n'était pas juste un accident étrange pour les anciens Romains. C'était un affront personnel de Jupiter, le dieu du tonnerre lui-même. Défier les dieux est un interdit assez sévère, et si vous enterrez ce corps, c'est comme si vous voliez un sacrifice à Jupiter. Enterrez quand même le corps, et quelqu'un se retrouvera sacrifié à sa place. Il pourrait déplacer le corps hors route s'il était un obstacle, mais uniquement s'il n'était pas soulevé au-dessus des genoux. C'était aussi un délit. Maintenant, mieux préparé pour un voyage à Rome antique, passons à une autre époque fascinante. La Chine impériale. La plupart des conseils pour cette région et cette époque se résument à être soignés, propres et respectueux, et le fait de ne pas le faire pourrait vous causer de véritables problèmes juridiques. Pendant la dynastie Shang de 1600 à 1046 avant Jésus-Christ, il était strictement interdit de jeter des déchets. On ne parle pas simplement d'une amende ou d'un peu de prison. Les lois de cette époque stipulaient que toute personne surprise à jeter des ordures sur la route serait sévèrement punie par l'amputation de sa main. Toute personne allant pêcher pendant la dynastie Tang de 618 à 907 devait être particulièrement prudente, car le mot pour carpe avait la même prononciation en chinois que le nom de famille des empereurs Tang. Le poisson recevait plus de respect. Selon le miscellané de Yu Yang, une collection de documents concernant les légendes et les coutumes populaires de l'époque, toute personne qui attrapait une carpe en pêchant était censée relâcher le poisson immédiatement et ne pouvait certainement pas les manger. Quiconque vend des carpes serait fouetté 60 fois. Donc, voyageurs temporels, si vous souhaitez pêcher durant la dynastie Tang, soyez très doué pour identifier les poissons d'abord. Ou vous pourriez simplement aller à la dynastie Yuan, 1206-1368, où tous les poissons étaient en jeu équitable. Ne jouez pas avec les poulets cependant.
Selon l'historien de la dynastie Yuan, Yang Yu, pendant le règne de l'empereur Renzog, les gens de la capitale étaient interdits de tenir les poulets à l'envers. Quiconque défiait cette loi extrêmement spécifique serait reconnu coupable d'un crime et probablement emprisonné. Cela est probablement dû au fait que le signe du zodiaque de l'empereur était celui d'un coq. Durant vos voyages, respectez simplement tous les oiseaux et poissons. En parlant de respecter les animaux, si vous vous retrouvez en voyage dans l'Égypte ancienne, il y a un animal en particulier que vous devez absolument traiter avec le plus grand respect, le chat. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient sacrés et leur maltraitance pouvait entraîner une peine aussi grave que la mort, ce qui semble approprié étant donné leur mignonnerie. Rendons-nous un peu plus récemment et voyageons dans le temps jusqu'à la joyeuse vieille Angleterre pour un moment. C'est le moment de vivre l'époque médiévale. Vous souhaitez séjourner en Angleterre au Moyen-Âge et vivre votre propre histoire de chevalier. Il n'y a rien de mal, mais quelques éléments sont à considérer. Sortez de votre ligne au mauvais endroit au mauvais moment, enfreignez la mauvaise loi obscure, et c'est la fin de votre tête. En arrivant en Angleterre médiévale, il faut trouver de la nourriture, mais avec prudence. Ne chassez pas le gibier à la légère. En 1198, une loi interdisant la chasse aux cerfs dans la forêt royale a été instaurée. Si vous étiez pris en train de chasser du gibier là-bas, vous risquiez une punition assez sévère. La cécité et la castration vous font perdre l'appétit, n'est-ce pas? La loi a été annulée en 1217, mais il est sans doute encore préférable d'éviter le cerf royal. Peut-être qu'il vaut mieux éviter la viande complètement et se contenter de pain et de bière. Soyez prudent si vous envisagez de vendre du pain ou de la bière dans l'Angleterre médiévale. En 1266, un statut a été émis qui fixait les prix du pain et de la bière afin d'éliminer la concurrence entre ceux qui les vendaient. On s'attendait à ce que le pain soit vendu à un certain poids en corrélation avec le prix du blé, et un boulanger pris en train de vendre du pain en dessous du poids serait condamné à une amende et mis au pilori pour avoir violé la loi. Oh, concernant la nourriture, n'imaginez pas que vous allez déguster des repas de 6 plats. De 1336 à 1856, une loi proclamée par Édouard III était en vigueur, stipulant qu'aucun homme, quel que soit son rang, ne pouvait être servi un repas de plus de 2 plats. Il y avait quelques exceptions pour des occasions spéciales, comme Noël, qui permettait 3 plats, mais sinon cette limite était strictement fixée à 2. La nourriture n'était pas le seul champ miné légal en Angleterre médiévale. Rappelez-vous de l'histoire de l'interdiction du violet dans l'ancienne Rome? Il y avait aussi des lois restreignant les choix de mode en Angleterre médiévale. De nombreuses lois ont été instaurées pour éviter que les gens ne se vêtissent au-dessus de leur rang et d'autres pour préserver la décence publique. En 1463, une loi a été promulguée ordonnant qu'aucune personne en dessous du rang de seigneur ne doit porter de robe, de veste ou de manteau qui ne couvrent pas les parties génitales et les fesses. S'ils enfreignent cette règle, ils devront payer une amende de 20 shillings. Ces lois de mode ne se limitaient pas à la tendance croissante du manque de couverture dans la mode masculine médiévale. Pour les gentilshommes du XVe siècle, les poulaines, ou chaussures à bout longs et pointus, étaient à la mode. Ils n'étaient pas vraiment adeptes de la retenue ou du minimalisme, donc parfois ces bouts étaient si longs qu'ils devaient être attachés autour des chevilles de l'homme qui les portait. Donc, ces chaussures étaient comprises dans le statut de 1463. Le nouvel édit basé sur les chaussures déclarait qu'aucun chevalier en dessous du rang de seigneur, écuyer ou gentilhomme, ni aucune autre personne, ne devait porter de chaussures ou de bottes ayant des pointes ou des pics dépassant 2 pouces de longueur. Enfreindre cette loi condamnerait une victime de la mode à une amende de 3 shillings et 4 pence. Ces lois réglementaient non seulement l'habillement et l'alimentation, mais également les activités privées dans leur propre chambre. Tout au long de l'époque médiévale, l'Église détenait un grand pouvoir et l'exerçait de diverses manières. L'une d'elles était de dire aux couples mariés quels jours ils étaient autorisés à avoir des relations sexuelles et lesquels étaient strictement interdits. Les relations sexuelles étaient interdites les jeudis et vendredis, qui étaient réservés comme jours de préparation pour la Sainte Communion, ainsi que les dimanches. Les relations sexuelles étaient interdites pendant le carême, avant Noël et autour de la fête de la Pentecôte. Alors, si cela est exclu, que reste-t-il à faire pendant les temps libres par ici? Vous pourriez peut-être faire du sport. Sélectionnez judicieusement vos sports, certains étaient interdits au Moyen-Âge. Le football, ou soccer pour les Américains, a été interdit pour les serviteurs et ouvriers par une loi nationale en 1388. Au lieu du football, ces hommes étaient encouragés à pratiquer le tir à l'arc pour mieux défendre leur royaume. La punition pour avoir joué au football, lorsqu'elle était appliquée, comprenait 6 jours de prison. La loi n'a été abrogée officiellement qu'en 1845. Le tennis était interdit, particulièrement pour les sportifs potentiels pauvres. En 1485, jouer au tennis a été déclaré illégal pour les jeunes hommes non nobles. Le tennis était vu comme un sport exclusif aux classes supérieures, avec des amendes pour non-respect de cette règle.
Un autre sport lié à la balle a été limité par la loi lorsque le roi Édouard III a interdit le bowling en 1366, invoquant à nouveau la nécessité pour les hommes de pratiquer le tir à l'arc à la place. Mais oubliez la nourriture, la mode, le sexe et les sports. Il y a une force en Angleterre médiévale avec laquelle vous ne voulez vraiment pas jouer. L'Église. L'Église catholique a interdit le blasphème pendant le Moyen-Âge et toute personne surprise à parler hors de propos de Dieu ou d'autres sujets religieux serait traitée rapidement. Les peines pour blasphème incluaient pendaison, lapidation et arrachement de langue avec des pinces chaudes. Passons ensuite à quelque chose de plus récent. Peut-être êtes-vous curieux sur les périodes Tudor et Stuart, l'ère moderne précoce de l'Angleterre. Beaucoup de lois du Moyen-Âge ont été laissées dans le passé, mais il restait encore beaucoup de lois inhabituelles à surveiller. En tant que voyageur temporel, sachez que vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez, quand vous le voulez. Il y a des recommandations évidentes, comme éviter de porter des jeans avant l'invention du denim ou de ne pas montrer vos produits dérivés de Taylor Swift en Grèce antique. Mais il y a aussi le moins connu, ne portez pas de soie en Angleterre des années 1500. En 1509, l'acte contre le port de vêtements coûteux a été adopté, et en 1554, un acte pour éviter l'excès dans les vêtements était en vigueur, interdisant le port de tout vêtement en soie par toute personne d'un rang inférieur à celui d'un fils de chevalier. Ne vous attendez pas à ces petites amendes médiévales pour infraction à la loi. Si pris, la peine était de 3 mois de prison et une amende de 4,5 kg par jour où la loi était enfreinte. Il existait donc des lois sur ce que les gens ne pouvaient pas porter, mais également sur ce qu'ils devaient obligatoirement vêtir. En 1571, l'acte pour la fabrication de casquettes exigeait que toutes les personnes de plus de 6 ans, à l'exception des nobles et des jeunes filles, des dames et des gentilshommes, portent une casquette en laine fabriquée en Angleterre les dimanches et jours fériés. Sans casquette, vous seriez condamné à une amende de 3 shillings et 4 pence par jour d'infraction à la loi. Entendez-vous ce bruit? Ce sont des cloches d'église. Voici quelques-unes de ces bonnes vieilles lois religieuses à nouveau. En 1559, alors que l'Angleterre devenait un champ de bataille controversé entre catholiques et protestants, Élisabeth Poire a promulgué l'acte d'uniformité, qui exigeait que les services de l'Église utilisent le livre de la prière commune et rendait la présence au service du dimanche absolument obligatoire. En cas d'absence à l'église, une amende de 12 pence était imposée. Dans les années 1600, le paysage religieux anglais changeait de nouveau, les puritains contrôlant une grande partie du Parlement. En 1647, dans une tentative de réprimer les célébrations de fêtes jugées païennes et pas assez pieuses, une ordonnance a été adoptée interdisant la célébration de la fête de Noël. Des lois supplémentaires ont été adoptées dans ce sens dans les années 1650, et ceux qui étaient surpris à célébrer Noël avec des fêtes ou autres festivités pouvaient être condamnés à une amende ou voir leurs biens personnels saisis. Donc, en visitant l'Angleterre, entre 1647 et 1660, n'espérez pas d'invitation à des fêtes de Noël. Dirigeons-nous maintenant vers le bon vieux États-Unis d'Amérique. Et voyons sur quels crimes historiques accidentels vous pourriez tomber. Selon l'État, il existe des lois vraiment inattendues qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui, mais qui pourraient poser problème à quelqu'un qui visite le passé. Parlons d'abord de la consommation d'alcool, une pratique courante. Mais de 1920 à 1933, l'Amérique était en plein milieu de la prohibition, qui interdisait strictement la fabrication, la vente ou la consommation d'alcool. Il est clair que la plupart d'entre nous connaissent la prohibition, mais ce n'est pas la seule restriction sur l'alcool dans l'histoire américaine. Dans certains États, dont le Kentucky, il était autrefois illégal d'acheter de l'alcool pendant que les bureaux de vote étaient ouverts pour les élections générales ou les primaires. Pas de boisson le jour de l'élection. Cela était en réponse à un problème spécifique avec les partis politiques en Amérique de l'ère pré-prohibition qui soudoyaient fréquemment les électeurs avec de l'alcool gratuit. La loi interdisant l'alcool les jours d'élection a été abrogée au Kentucky en 2013, ce qui couvre les jours où l'achat d'alcool était interdit. Et la température de l'alcool ? Personne n'imposerait sûrement cela légalement. Je plaisante, bien sûr qu'il le ferait. C'est pourquoi nous l'avons d'abord évoqué. Il était autrefois interdit de vendre de la bière froide dans les magasins du Mississippi. Vous aviez le droit de la vendre à température ambiante, mais pas froide. Cela visait à prévenir la conduite en état d'ivresse. Cela forçait les buveurs de bière à attendre d'être quelque part avec un réfrigérateur avant d'ouvrir une nouvelle bière fraîche. La loi a été annulée en 2013. Ces lois étaient certes un peu étranges, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il n'y aura certainement plus de lois motivées par la religion qui restreignent la vie publique et les loisirs. Quoi? Oui, il y en avait absolument beaucoup de cela. D'accord. Jusqu'aux années 1980, de nombreuses lois interdisaient certaines activités le dimanche. L'une d'elles était de faire des achats ou de faire des affaires de quelque nature que ce soit.
Le dimanche était légalement un jour de repos obligatoire, et si vous aviez quelque chose que vous vouliez acheter au magasin ce jour-là, eh bien, vous n'aviez tout simplement pas de chance. Heureusement, ces lois ont été abrogées partout aux États-Unis, sauf à Bergen, New Jersey. Il s'avère que tout n'est pas légal au New Jersey. D'autres activités plus tranquilles étaient aussi proscrites. L'État de New York a maintenu ses lois bleues, des lois interdisant le travail et les activités le dimanche, pendant des décennies, limitant les ventes d'alcool et les achats, mais aussi les actes de jouer au golf ou d'aller au cirque. Ces lois ont été assouplies en 1952, mais avant cela, il n'était pas permis de regarder des clowns ou de frapper des balles le jour du Seigneur. En parlant de choses amusantes à faire, spécifiquement impliquant des balles, savez-vous ce qui est toujours un bon moment sain? Le flipper, ce classique des arcades tout américain avec lequel personne normal n'aurait de problème, encore moins tenté de l'interdire, sauf bien sûr lorsqu'il a été réellement interdit. Depuis l'introduction de la première machine à flipper à pièces en 1931, elle était considérée comme une forme de jeu d'argent que beaucoup considéraient comme immorale et dangereuse pour la société. C'était un jeu de hasard qui coûtait de l'argent, et cela était trop proche du jeu d'argent pour le confort aux yeux des groupes d'églises et d'autres, y compris le maire Fiorello LaGuardia de New York City. Le 21 janvier 1942, les flippers ont été interdits dans les lieux publics de New York City. La police a perquisitionné les confiseries, salles de bowling, bars et autres espaces publics avec des machines à flipper, confisquant 2000 machines. Ils ont appelé la presse à venir regarder et à détruire les machines à flipper en miettes avec des masses. D'autres villes, dont Chicago, la Nouvelle-Orléans et Los Angeles, ont également interdit le flipper. C'est dans les années 1970, avec l'ajout du mécanisme de flipper, que le flipper a été reconnu comme un jeu de compétence, non de hasard. En 1974, la Cour suprême californienne a levé l'interdiction de Los Angeles. 2 ans plus tard, New York a suivi. Et le flipper a retrouvé sa place dans les espaces publics et dans le cœur des Américains partout. Les jeux sont une chose, mais il est impossible qu'il y ait eu des lois américaines interdisant des expressions de joie et de plaisir aussi anciennes que l'humanité elle-même, comme, disons, la danse. Ah, soyons honnêtes, nous avons tous entendu parler de Footloose. Des lois interdisaient bien sûr la danse. New York a adopté une loi sur les cabarets interdisant la danse dans les entreprises sans licence de cabaret, qui a été ratifiée en 1926. Elle a été abrogée en 2017. Et ce n'était pas la seule loi sur la danse. Une interdiction de danser en public a été décrétée à Elmore City, Oklahoma, en 1898. Comme dans l'intrigue de Footloose, cette interdiction visait à prévenir l'immoralité que les leaders religieux croyaient pouvoir résulter de la danse, y compris la consommation d'alcool et le sexe avant le mariage, et le plaisir. Sans Kevin Bacon pour sauver la situation, l'interdiction de la ville est restée en vigueur pendant près de 100 ans, jusqu'à ce que les élèves du lycée d'Elmore City se mobilisent contre elle en 1980. Les élèves ont tenté d'annuler l'interdiction pour avoir un bal de fin d'année. Il y avait des opposants, comme le révérend F.R. Johnson qui a dit « Aucun bien n'est jamais sorti d'une danse. Si vous organisez une danse, quelqu'un la gâchera et il ne cherchera que 2 choses, des femmes et de l'alcool. Quand les garçons et les filles se tiennent l'un l'autre, ils sont sexuellement excités. Croyez ce que vous voulez, mais tout a des conséquences. » Malgré ces propos, les étudiants ont eu gain de cause. L'interdiction a été officiellement levée. Espérons que vous êtes davantage préparés pour vos voyages dans le temps, où vous avez peut-être conclu que ce n'est pas pour vous. Si c'est vrai, alors vous avez appris beaucoup de faits juridiques que vous ignoriez auparavant. Dans tous les cas, vos chances de vous retrouver en prison au Moyen-Âge ou d'être condamné à mort dans la Rome antique sont nettement plus faibles qu'avant, et vous n'avez aucun moyen de prouver le contraire. Maintenant, découvrez encore plus de choses illégales que vous ne saviez pas que vous faites tous les jours, ou regardez cette vidéo à la place.